Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute praticienne en micronutrition et en hypnose. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la santé et de la beauté des cheveux, comment l'aborder de manière naturelle. Alors, je sais, c'est un peu éloigné de mon corps d'activité, enfin en tout cas de ma spécialisation en troubles digestifs et tout ce qui est hormonal. Quoique, vous allez voir, il y a quelques liens quand même. C'est surtout que c'était une conférence, voilà, qu'on a voulu organiser avec une coiffeuse qui travaille avec des produits naturels pas très loin de chez moi. Finalement, on n'a pas eu suffisamment d'inscrits pour faire cette conférence, mais j'ai eu quand même beaucoup de demandes de personnes qui voulaient avoir le replay parce qu'elle n'était pas en local. Donc, je me suis dit que j'allais quand même la proposer. Voilà. Donc, le cheveu, hein, comment est-ce qu'on peut jouer dessus à notre niveau? Parce qu'en fait, bien souvent, quand on commence à perdre ses cheveux, on s'affole un peu, on va à la pharmacie, on achète des compléments. C'est très bien, ça peut marcher, on va dire, pour des chutes de cheveux saisonnières ou occasionnelles, ça peut très bien fonctionner, seulement, dans certains cas, c'est pas suffisant. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va le voir ensemble. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, hop. Et puis, allons-y, s'il veut bien. C'est parti. Alors, les points abordés sur voilà, pendant cette présentation, déjà, c'est un petit peu de comprendre hein, rapidement qu'est-ce que le cheveu, comment il pousse, comment il est constitué. Ça vous permettra de mieux comprendre derrière comment, justement, comment on peut agir. L'impact de l'alimentation sur la santé des cheveux, qu'est-ce qui est vraiment important. Les causes hormonales aussi derrière les chutes de cheveux récalcitrantes, hein, c'est bien souvent de ça dont on parle quand justement les compléments alimentaires ne suffisent pas. Et puis ensuite, donc c'est moins ma partie, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est tellement important de choisir les bons produits cosmétiques pour ses cheveux. Parce que c'est toujours pareil, on peut faire attention à ce qu'on mange, mais si on se met n'importe quoi sur les cheveux, ça a beau être un produit qui coûte 50 € la bouteille, si dedans il y a des ingrédients qui ne vous conviennent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, faisons un peu connaissance avec les cheveux. D'abord, le cheveu, il faut savoir que c'est à peu près 95% de kératine, donc, hein, comme la peau, comme les ongles. Donc, c'est une protéine qui va être assez solide et résistante. En moyenne, on a à peu près 250 cheveux par centimètre carré. Le diamètre moyen, lui, va quand même varier un peu du simple au double, donc de 50 à 100 micromètres. Et vous voyez là-dessus, le cheveu, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui va se trouver sous le derme et une partie, bien sûr, qui est à l'extérieur et que l'on voit. Sous le derme, mais bien, ce qu'on voit notamment, c'est on a une circulation sanguine, hein, des vaisseaux, des tout petits vaisseaux qui sont très importants et qui vont venir irriguer le bulbe du cheveu et qui vont lui apporter tous les nutriments dont le cheveu a besoin pour se développer. Parce que c'est toujours pareil dans la nature, dans le corps humain, rien n'est produit à partir de rien. Et si vous pouvez avoir un excellent maçon, s'il n'a pas d'outils, il vous fera rien. C'est pareil pour le cheveu, il lui faut des nutriments pour pour pouvoir grandir et même se créer. On va trouver également à cet endroit une petite poche, une glande sébacée, donc qui va produire du sébum, qui est là justement, qui est très important, parce que c'est ça qui va venir, on va dire, graisser le cheveu, mais en tout cas qui est responsable de la souplesse du cheveu, de sa tenue, et qui vient le protéger. Alors bien sûr, en trop grande quantité, on peut avoir des cheveux trop gras, ou en tout cas qui graissent trop vite, mais bien souvent, quand on a justement trop de sébum,
eh bien, c'est que le cheveu se sent agressé, ou en tout cas que le cuir chevelu se sent agressé, et donc il produit beaucoup de sébum pour protéger. Et plus vous allez travailler avec des produits cosmétiques qui vont venir assécher, et ben plus votre cheveu va graisser vite parce qu'il va être stressé. Ensuite, le cheveu, donc la partie extérieure, en tout cas au derme, est composée de 3 parties. Donc on a la moelle au centre, le cortex qui est relativement fragile, mais qui va être aussi coloré, hein. C'est là où on va retrouver les pigments qui viennent colorer vos cheveux, donc pigments marron, pigments jaunes, etc. Ou plus de pigments, et donc ce sont les cheveux gris. Et la cuticule, qui est aussi formée de kératine, mais qui va former des sortes d'écailles, en fait, fines mais protectrices, qui viennent protéger le cheveu et le cortex, et qui sont aussi responsables je dirais, du côté plutôt lumineux, du côté brillant des cheveux. À l'inverse, les cheveux qui sont abîmés, donc abîmés parce que trop de trop de chaleur pour les sécher, par des traitements mis en pli, etc., par des soins pas adaptés, des colorations, etc., ça va abîmer la cuticule, ou en tout cas vos écailles vont commencer à se soulever et votre cheveu va s'abîmer. Donc le cycle de croissance d'un cheveu, ça prend plusieurs années en fait, hein. Donc la première phase, on va appeler ça phase anagène, on s'en fiche un petit peu du nom, hein, entre nous. La première phase va durer de plusieurs mois à plusieurs années. Donc ça va se passer principalement au niveau du bulbe, où les cellules matricielles en fait, vont se multiplier et vont produire donc des cellules de kératine, de kératine, n'importe quoi, qui vont venir petit à petit faire grandir le cheveu. Donc c'est vraiment cette première phase-là qui va déterminer la longueur du cheveu. Une phase qui est courte va faire des cheveux plus courts. Une phase qui est plus longue, bien sûr, donnera des cheveux plus longs. Il faut savoir que selon l'endroit de votre crâne, vous allez avoir des cheveux qui vont pousser plus ou moins lentement. Donc, notamment, ça va pousser plus vite sur le haut du crâne et moins vite sur les tempes particulièrement. Ensuite, on passe dans une deuxième phase, la phase catagène, qui dure à peu près 3 semaines. C'est une sorte de phase dite d'involution. Donc là, en fait, on a vraiment l'arrêt de la croissance du cheveu. Les cellules arrêtent de produire donc de la kératine, et on commence à voir que le cheveu vient se séparer du bulbe. La phase télogène, là on est sur une phase où donc il n'y a plus le cheveu n'est plus en croissance, et on voit que le bulbe du cheveu, enfin en tout cas la base du cheveu, vient s'éloigner de plus en plus, et ça se rapproche du derme en fait, donc c'est la partie qui précède la chute des cheveux. Alors étonnamment, cette phase dure quand même de 2 à 4 mois, donc c'est quand même plutôt long. Et au fur et à mesure donc, que votre cheveu, c'est-à-dire que la fin de votre cheveu va sortir, eh bien on voit qu'il y a un nouveau cheveu qui va commencer à se former. Alors, quels sont les facteurs qui viennent influencer la santé des cheveux? Alors, désolée pour cette slide qui est très remplie. Je vais juste vous le raconter, ça sera plus simple. Donc, il y a des facteurs déjà endogènes, intérieurs, et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes influençant la santé des cheveux, on va dire que le premier, c'est le facteur génétique. En effet, on va voir que certaines personnes ont des cheveux épais, d'autres des cheveux fins, on va avoir des personnes, notamment chez les hommes, ça, on va souvent voir quand le père perd des cheveux relativement tôt, on va retrouver aussi cette calvitie précoce chez le fils. Donc voilà, il y a des différentes choses qui vont vraiment dépendre de la génétique, et notamment aussi le nombre de cycles pilaires, c'est-à-dire le nombre de cheveux qui va pouvoir être produit par un même follicule. Donc ça, c'est gouverné par la génétique. Alors c'est toujours pareil, on parle de génétique, il y a aussi l'épigénétique, donc c'est ce qui vient de l'extérieur pour influencer la génétique. Donc
tout n'est pas perdu, même si vous n'êtes pas gâté par la nature à la base, il reste toujours des choses à faire. On passera sûrement pas même d'un cheveu fin à un cheveu épais, mais en tout cas, voilà, connaissant des fois des faiblesses, on peut quand même agir dessus. Deuxième facteur, l'âge, bien entendu. On a des cheveux qui vont pousser de manière beaucoup plus importante quand on est enfant qu'après 50 ans. Les hormones, ensuite, donc on a des hormones qui vont booster, favoriser la croissance du follicule pileux, alors que d'autres vont plutôt avoir tendance à accélérer la chute des cheveux. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Les facteurs exogènes, donc j'ai cité les plus importants. Je pense que le premier, ça ne va pas vous surprendre, la saison. Ah oui, forcément, il y a des saisons dans lesquelles on va perdre davantage de cheveux, notamment en automne et au printemps. Bah, c'est un petit peu comme les arbres, hein. Les arbres perdent leurs feuilles, nous on perd nos cheveux et au printemps, bah, un peu rebelote. Donc, pas d'affolement, c'est normal d'avoir une chute de cheveux à ces moments-là. La pollution est aussi un facteur aggravant. J'ai oublié d'ajouter la cigarette, le manque de sommeil et l'alimentation, bien entendu. On va voir ça tout de suite. Alors, parce que pour moi, c'est quand même une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, j'avais vraiment à cœur d'en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bien beau de prendre des compléments alimentaires, ça peut donner un coup de pouce. Mais pour moi, le complément alimentaire, c'est la cerise sur le gâteau. À un moment, il faut avoir un beau gâteau et un bon gâteau. Sinon, votre cerise, elle ne sert pas à grand-chose. C'est pareil pour la santé de manière générale. Les fondations de votre santé, c'est vraiment votre alimentation, le contenu de votre assiette et même plus que ça, votre hygiène de vie. Et ensuite, on peut venir rajouter des compléments alimentaires pour apporter le petit plus, soit parce que l'alimentation n'arrive pas à couvrir nos besoins, soit parce qu'on absorbe mal, soit voilà, différentes choses. Mais vraiment, à la base, les compléments alimentaires ne viendront pas remplacer votre alimentation. C'est vraiment clé, hein, cet effet-là. Alors, une des premières choses à faire attention quand on commence à perdre ses cheveux, et ça, on ne le sait pas, moi la première, parce que j'ai quand même eu pas mal de soucis de perte de cheveux, et comme sûrement beaucoup d'entre vous, je me suis précipitée vers les produits de pharmacie, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marchait. Les sérums, les machins, les comprimés, bon, éventuellement ça avait un petit effet, mais ça tenait pas bien longtemps, et mes cheveux continuaient à tomber. Et une des choses, c'est vrai, où je ne faisais pas assez attention, c'était mon apport en protéines. Parce qu'on vit toujours, ouais, c'est bon, je mange des protéines, ça va. On entend tellement dire en plus que les protéines, on en a largement trop. Alors c'est vrai pour certains, mais pour les autres, bien souvent, il n'y en a pas assez. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cheveu, c'est majoritairement de la kératine, 95%. Qu'est-ce que c'est que la kératine? C'est une protéine, donc c'est constitué d'acides aminés. Si vous voulez, si vous vous rappelez un peu vos cours de biologie, hein, une protéine, il faut voir ça un peu comme un grand collier de perles qui est enroulé sur lui-même. Chaque perle, c'est un acide aminé. Et notamment, donc, dans la kératine, il y a beaucoup d'acides aminés et des acides aminés soufrés, comme la cystéine, la méthionine. Ces acides aminés ont la capacité, en fait, de former des ponts. Voilà, des ponts avec du soufre au milieu. Donc ça, c'est une caractéristique en tout cas de la kératine. Donc on se doute bien que si votre alimentation soit ne contient pas assez de protéines en général, soit ne contient pas en tout cas suffisamment de protéines apportant ces acides aminés soufrés, eh bien le corps va avoir du mal à produire, en tout cas en suffisance, cette kératine. Pour savoir si vous avez assez de protéines, alors il y a une savante formule. En gros, il faut à peu près, en tout cas au minimum, vraiment au minimum, il faut l'augmenter si vous faites si vous faites du sport ou si vous avez dépassé 60 ans. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, après 60 ans, le besoin en protéines augmente et ne diminue pas. Donc on va retenir, c'est le plus simple, 1 gramme de protéines brutes par kilo de poids corporel. Si vous faites 60 kilos, il vous faut donc 60 grammes de protéines brutes par jour. Plutôt, on va dire que c'est très basique. Ça, comme je vous l'ai dit, ça augmente si vous faites davantage de sport.
Par contre, 60 grammes de protéines brutes, c'est pas 60 grammes de viande. Hein, je vais vous montrer tout ça. Les protéines, si on prend les protéines animales qui vont être, enfin les sources de protéines animales, quand on prend par exemple de la viande rouge, donc un steak, on a à peu près 28 grammes de protéines au 100 grammes. Ah, du saumon, on est à 23 et des œufs, on est à peu près à 14 grammes. Donc à peu près, il y a 2 œufs, 14 grammes de protéines dans 2 œufs, quelque chose comme ça. Donc on se dit, tiens, si on veut avoir nos 60 grammes de protéines brutes, finalement, ça nous fait presque manger 300 grammes de saumon par jour. Ah, alors je vous rassure et je rassure aussi les végétariens, il n'y a pas des protéines. Il n'y a pas de protéines que dans les sources, dans les viandes et le poisson. On en trouve aussi dans les végétaux, donc notamment les fruits à coque, les légumineuses et un peu les céréales. Vous voyez le quinoa, hein, au 100 grammes, c'est poids cuit, hein, on n'a que 6 grammes, hein, de protéines. C'est quand même pas énorme. Les lentilles, on en a 8. Le tofu, c'est un peu plus chargé, on en a 12. Donc, effectivement, quand on est végétarien, en faisant le calcul, on se dit, pas si évident quand même d'atteindre ces quantités de protéines. Alors, l'idée, bien entendu, c'est pas de mettre de la viande ou du poisson matin, midi et soir. En revanche, si vous n'êtes pas végétarien, je vous conseille vivement de mettre des protéines animales à minima le matin, voire le midi, en variant, hein, bien sûr, pas de viande rouge plusieurs fois par semaine, plutôt une fois, et le reste du temps, aller sur de la viande blanche, sur du poisson ou sur des œufs. Et le soir, bah, favorisez plutôt des protéines végétales avec des céréales, des légumineuses, voire dans la journée, vous pouvez grignoter un petit peu d'amande ou de noix de cajou, ou dans vos plats, rajouter des petites graines de tournesol et autres. Voilà, tout ceci mis bout à bout va vous permettre d'avoir une bonne quantité de protéines. Mais je vous invite vraiment, et d'ailleurs je serais curieuse de savoir quelle quantité de protéines vous pensez à peu près ingérer par jour. Vraiment, faites le calcul, à peu près, hein, grosso modo, vous risquez d'être surpris. En tout cas, moi, je l'étais. Ensuite, outre les protéines, donc qui sont des macronutriments, ben, on a aussi des micronutriments. Et notamment, donc, dans les minéraux essentiels, on va citer le zinc, qui est souvent le plus connu, hein, quand on a des problèmes de cheveux, des pertes de cheveux ou des problèmes de peau. Le zinc est souvent un ingrédient clé, enfin un ingrédient, un nutriment clé. Donc, il va aider à la production de la kératine, et il va aider aussi à la santé de la peau et donc du cuir chevelu. Notamment les personnes qui ont bah, justement des cuirs chevelus qui sont irrités, dans lesquels il y a un peu d'écroute, etc. Pensez au zinc. La carence en zinc donc, a tendance à favoriser la chute de cheveux, les cheveux cassants, mous, ternes ou la perte de volume. On va en trouver naturellement déjà dans la levure de bière. Donc, si vous n'avez pas de candidose intestinale, allez vous acheter de la levure de bière en magasin bio que vous pouvez mettre sur vos plats ou le prendre en gélule. Vous en trouverez aussi dans les viandes et les abats, les fruits de mer, les crustacés, tout ce qui va être les noix et les graines, donc amandes, noisettes, graines de courge, etc. Les céréales complètes ou semi-complètes, les produits laitiers et les légumineuses. Donc on en trouve quand même en théorie partout. Étrangement, j'ai à peu près 90%, 80% des gens que je vois qui sont carencés en zinc. Et chez le végétarien, malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de zinc ben justement dans les aliments que consomment les végétariens, on a le problème des fois d'avoir trop de fibres, bah oui, qui vont venir un peu freiner l'absorption du zinc. Donc on peut aussi avoir des carences en zinc chez les végétariens. Autre point, le fer. Bah oui, le fer est aussi important pour les cheveux. Et pourquoi? Parce qu'il permet de bien oxygéner le sang, hein. Vous savez que le sang, donc votre hémoglobine, va fixer de l'oxygène grâce au noyau de fer qu'il y a dedans. Donc si vous manquez de fer, votre sang est peu oxygéné. Donc non seulement ça crée de la fatigue, mais en plus, donc ça peut gêner aussi pour l'aspect cheveux. Donc là encore, cheveux cassants, fins, fragiles, voire des difficultés de repousse. On va le trouver bah, dans les viandes et les abats, notamment les viandes rouges, mais pas que, les poissons, un peu les œufs,
légumineuses, les légumes verts à feuilles, voilà, un peu dans les algues aussi. Alors, bien sûr, il y a une différence entre le fer qui vient des produits animaux et le fer qui vient des produits végétaux, qui seraient moins bien absorbés. En revanche, j'ai quand même des végétariens qui ont un niveau de fer qui est nickel. Tout simplement parce que le corps a aussi une capacité d'adaptation et quand on devient végétarien, on va mieux absorber le fer qui vient des végétaux. Mais globalement, surtout chez les femmes, c'est vrai que le fer est quelque chose qui est qui a tendance à être souvent bas. Et si vous essayez de vous complémenter régulièrement à base de tardiféron ou autres produits similaires de pharmacie, vous allez avoir du mal à faire monter votre taux de fer, tout simplement parce que c'est un fer de première génération qui n'est pas très bien absorbé. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, c'est-à-dire qu'en général, on est constipé, on a des selles noires. Pas de secret, le fer, il est où? Dans les toilettes. Voilà. Alors que si vous partez sur un fer bisglycinate ou chélaté, idem pour le zinc d'ailleurs, la forme est très importante, vous aurez plus de chances, plus de facilité à l'absorber et une meilleure tolérance. Donc, c'est pareil, si vous allez acheter des compléments alimentaires, on va dire tout venant, qu'on va trouver en pharmacie, bon, déjà, souvent, vous n'aurez pas de fer, et d'ailleurs, je vous recommande quand même de faire des dosages en fer avant de vous complémenter, parce que l'excès de fer est problématique et pro-inflammatoire, mais aussi de regarder un peu la forme, et parfois, il vaut peut-être mieux aller sur des marques plus chères, mais ou en tout cas plus spécifiques, avec des minéraux qui seront mieux absorbés parce que sous des formes un peu plus optimales. Ensuite, dans les vitamines du groupe B, bien entendu, donc vitamine B3, qui va aider à la bonne circulation du sang au niveau du cuir chevelu, la vitamine B6, qui aide à la production de kératine, la B8 ou biotine, hein, souvent on va la retrouver celle-là, et la vitamine B12. Donc ça, attention encore une fois, chez les végétariens ou chez les personnes qui manquent d'acidité dans l'estomac ou qui prennent des IPP sur le long terme, on manque de vitamine B12. Et ça, c'est problématique. Et la vitamine B12, vous la trouvez rarement, très rarement, dans les compléments alimentaires multi-ingrédients pour les cheveux, hein. Souvent, on va retrouver la B3, la B8, mais la B12, pas très souvent, ou encore une fois, en quantité pas suffisante pour venir, enfin, en tout cas pour aider. Donc, globalement, on trouvera les vitamines du groupe B dans les poissons, les viandes, céréales complètes, légumineuses, les fruits à coque. Donc, si vous avez une alimentation qui est variée, équilibrée et pas trop transformée, en général, vous avez ce qu'il faut. Champignons et œufs, hein, sont aussi particulièrement riches en vitamine B8. La vitamine B12, en revanche, ne va se retrouver que dans les produits animaux, donc viande, poisson, œufs. Pas de vitamine B12 dans les produits végétaux, ou en tout cas de vitamine B12 absorbable. Ensuite, vitamine D, très important la vitamine D, c'est presque une hormone, tellement elle est importante, elle joue mais vraiment à tous les niveaux, donc on y pense un petit peu l'hiver en disant « Ah ouais, mon médecin m'avait parlé de… » Oui, oui, alors tout le monde devrait se complémenter en vitamine D l'hiver, donc l'hiver c'est de octobre, on va dire à avril-mai, donc les périodes où on ne va pas trop dehors, voire même à l'année, parce que moi je vois beaucoup de personnes, on fait les dosages au mois d'août, on se retrouve avec une vitamine D qui est dans les chaussettes. Vitamine D, le niveau c'est 70, pas 30, comme souvent on va retrouver sur les analyses. Donc vitamine D, vraiment important, ça va jouer un rôle dans la croissance des cellules, dans la fabrication des follicules pileux et donc la pousse des cheveux. Donc oui, on va en trouver dans les produits gras, mais c'est surtout dans les rayons du soleil. Donc l'été, pourquoi est-ce que les gens manquent de vitamine D? Eh bien parce on commence à avoir la phobie du soleil, d'une part. On a tellement peur d'attraper un cancer que du coup, on ne s'expose plus assez. Ou alors quand on s'expose, on se tartine de crème, donc on bloque les UV et donc la production de vitamine D. Donc c'est comme toute chose, le soleil, il en faut, on en a besoin, mais pas en excès.
Et si vraiment on est hyper réactif, ben dans ce cas, on va se complémenter en vitamine D. Voilà pour les principaux nutriments qui vont impacter la beauté de vos cheveux et aussi la perte de cheveux. Maintenant, abordons un sujet un peu plus compliqué peut-être, les causes hormonales. Alors, l'alopécie, donc la perte de cheveux hormonale, différentes causes à ça. La première, c'est l'alopécie qu'on va appeler androgénique. Donc, elle est plutôt située sur le haut du crâne, l'élargissement du front, hein, donc la base des cheveux qui va commencer à reculer, ou les golfs, ce qu'on appelle, donc c'est les tempes. On trouve ça surtout chez les messieurs, mais on va trouver aussi chez les femmes, et notamment après la ménopause. Deuxième cas de figure, donc de perte de cheveux hormonale, celle qui va être liée à l'hypothyroïdie. Pour moi, elle est plus diffuse et on va voir plutôt une perte de densité globale. Et on a aussi l'effet accouchement, donc une perte de cheveux qui va être plus importante après l'accouchement, en lien avec les changements hormonaux, mais aussi beaucoup avec les carences qui se sont créées ou qui ont pu se créer pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Ben oui, parce que c'est toujours pareil, quand on s'aperçoit qu'on est enceinte, bien souvent on pense à prendre de la B9, on oublie qu'il y a plein d'autres nutriments qui sont indispensables, et notamment l'iode, et que si on allaite bébé, bébé il va bien venir se nourrir aussi, et donc les compléments, parfois, ça vaut la peine de les continuer après la grossesse et pendant l'allaitement, en tout cas pour continuer à pouvoir se faire du bien à soi autant qu'à bébé. Donc, si on aborde l'aspect androgénique, donc là, c'est lié à la transformation d'une hormone masculine, la testostérone, en dihydroxytestostérone, on va appeler ça DHT, qui a un pouvoir androgénique qui est supérieur. Donc, soit ça se fait de manière au niveau global, au niveau du corps, soit ça va se faire plutôt au niveau du bulbe capillaire. Et c'est là où c'est problématique parce que des fois, on va faire un dosage dans le sang et on va dire, bah non, c'est bon, c'est niveau. Alors, n'allez pas doser la DHT, il faut doser autre chose, mais ça, je vous en parlerai en tout cas si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est quelque chose de très, très spécifique. Là, c'est vraiment pour vous expliquer. Globalement, on peut tester la testostérone ou les androgènes en général et se dire, bah non, il y a un taux qui est normal chez les hommes. Mais parfois, ce n'est pas au niveau du corps, c'est vraiment au niveau du bulbe pileux qui a cette transformation, et ça, on ne va pas le voir. Et puis, on peut, en tout cas, au point de vue naturel, à ma connaissance, on ne peut pas y faire grand-chose. Ensuite, on peut avoir des niveaux normaux d'hormones, mais une sensibilité accrue des cellules. Ça, c'est souvent le cas quand il y a une inflammation au niveau du corps. Une inflammation généralisée, beaucoup de cellules deviennent plus sensibles aux hormones. Après, il y a d'autres signes aussi qui permettent un peu de valider cette hypothèse ou pas, notamment chez l'homme. Eh bien, quand on a un excès donc, de DHT, en général, on va avoir une forte pilosité partout, mais pas grand-chose sur la tête. Voilà, donc plutôt torse bien poilu ou les membres bien poilus, mais effectivement une calvitie qui va être plutôt précoce. Ça, c'est assez systématique. Et chez la femme, bien souvent, quand il y a un excès d'androgène de manière générale, donc dans le cas c'est le cas notamment en cas de SOPK identifié, on a aussi souvent une pilosité accrue et dans des endroits qui sont pas trop faits pour avoir des poils, en tout cas chez la femme. Donc ça peut être au niveau du menton, ça peut être un peu sur la poitrine ou sur le ventre au-dessus du nombril. Donc là, faites attention si vous avez ces signes-là ou de l'acné, ça peut vouloir indiquer qu'il y a en tout cas un déséquilibre au niveau androgénique. Et donc ça peut occasionner, comme on a vu, une perte de cheveux, donc plutôt haut du crâne ou plutôt dégarnissage au niveau du front. Donc, comment agir? Avant de savoir agir, il faut déjà identifier la cause. Oui, sinon on ne sait pas trop, on peut travailler n'importe comment. Donc chez les femmes, quand il y a un excès de testostérone ou de DHT, regardez au niveau du stress. Eh oui, le stress, on le retrouve partout. Un excès, ou en tout cas une hyperinsulinémie, donc c'est le cas des prédiabètes ou du diabète.
problématique, hein. Souvent, les médecins regardent la glycémie seule, mais pas glycémie et insulinémie. Et c'est les deux qu'il faudrait. Donc, si jamais il y a des doutes, en tout cas, à vérifier, l'excès de prolactine, l'hypothyroïdie, le manque d'œstrogène, parce que, ben oui, des fois, on fait des analyses et on se dit, ben non, la testostérone, elle est normale, voire basse. Ben oui, mais vos œstrogènes sont bas. Et du coup, ben finalement, le ratio entre les deux, il est déséquilibré au profit de la testostérone. Et c'est notamment un des soucis qui va arriver après la ménopause chez les femmes, où les oestrogènes se sont effondrés, et surtout chez les femmes qui sont assez minces, donc il n'y a pas de production d'œstrogènes par les cellules graisseuses, eh bien on risque de se retrouver avec du coup trop de testostérone au niveau relatif, et donc justement des petits soucis de pilosité plus importante sur le menton, de perte de cheveux, de cheveux qui s'affinent, etc. Et puis l'hérédité. Ouais. Chez les hommes, les deux principaux, on va dire, c'est l'hérédité et le stress. Encore une fois, un peu l'hyperinsulinémie, carence en zinc, c'est pareil chez les femmes, mais ça sera encore plus marqué chez les hommes. L'hypothyroïdie, l'excès de prolactine qui existe aussi chez les hommes. À la base, la prolactine, c'est une hormone qui permet d'allaiter, qui permet la lactation. Mais parfois, eh bien, on peut se retrouver avec, à cause du stress, à cause de différentes choses, avec trop de prolactine. Donc ça, je dirais, ne vous amusez pas à commencer à chercher vous-même, faites-vous vraiment accompagner par des personnes qui connaissent ce sujet-là pour vous orienter vers les bonnes analyses. Et une fois qu'on a trouvé la cause, à partir de là, ça permet d'agir. Donc déjà, d'aller vers la bonne alimentation, donc notamment s'il y a des problèmes d'hyperinsulinémie ou autre, aller une alimentation à index glycémique bas, hein, donc plutôt des produits peu raffinés, pas de sucre rapide, etc. Huile de courge ou graines de courge, notamment chez les hommes, peuvent être utiles. Se complémenter aux besoins en zinc si besoin, ou alors une approche un peu plus spécifique par des plantes et autres, encore une fois, selon la cause. Au niveau thyroïde, donc l'hypothyroïdie, effectivement, peut entraîner une perte de cheveux plutôt diffuse. Oups, pardon pour le S qui traîne. Quand il y a une hypothyroïdie, il n'y a pas que la perte des cheveux. En général, il y a d'autres signes. Le premier, frilosité, extrémité froide, symptôme de Raynaud. Regardez la thyroïde quand même. Fatigue matinale, important, digestion plus lente, voire constipation, ou en tout cas transit un peu ralenti. Peau sèche, souvent notamment au niveau des talons, des tibias, des coudes, et éventuellement prise de poids. Je dis bien éventuellement parce que personnellement, moi, les personnes que je reçois au cabinet, il y a une hypothyroïdie chez beaucoup d'entre eux. Là, par contre, le surpoids doit être 2%. Alors, je n'ai pas une population qui va être représentative de la population générale, on est d'accord. Mais donc, ne vous dites pas, ah ouais, mais je suis mince ou voire j'ai perdu du poids, donc je ne peux pas être en hypothyroïdie. C'est faux, parce que dans les cas où justement il y a une forte perméabilité intestinale, le corps absorbe mal, donc on peut perdre du poids, mais du coup on a aussi pas mal de carences, notamment en iode ou autres, qui peuvent entraîner une hypothyroïdie. Donc là, forcément, il y a assez peu de prise de poids dans ces cas-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes ces cases-là, mais si vous avez déjà la perte de cheveux plus ou moins deux des symptômes qui sont là, posez-vous des questions. Et là, comment on agit? Déjà, on s'assure de faire les bons tests pour aller vérifier, hein, avant de faire n'importe quoi, de prendre des compléments, des machins. Faites-vous tester et pas que la TSH. Donc, je ne vais pas refaire tout un sujet là sur la thyroïde, ce serait trop long. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais donc TSH, T3 et T4, et puis à se référer aux bonnes normes. Et là, déjà, c'est avoir une alimentation qui va être riche en iode. Donc oui, il y a de l'iode dans le sel qui peut être iodé. Attention qu'il ne soit pas fluoré aussi, parce que sinon votre iode, du coup, ne va pas pouvoir se fixer au niveau de la thyroïde, donc ça ne va servir à rien. On peut en trouver aussi dans le sel gris non raffiné, mais il a tendance à s'évaporer avec le temps ou avec la chaleur. Donc, si votre sel
il est exposé à l'air. Si votre sel, vous le mettez en début de cuisson, il y aura beaucoup moins d'iode. Pareil, on va trouver plus d'iode dans les fruits de mer parce que dans les poissons, il y en a, mais vu que les poissons, on va les cuire plus longtemps en général que les fruits de mer, l'iode a tendance à s'évaporer et on va retrouver aussi dans les algues. Sélénium, aussi important. Là, vous en trouvez beaucoup dans les noix du Brésil. Alors, attention à l'origine de vos noix du Brésil parce que selon la provenance, il y aura, on va dire que le sélénium va varier du simple au quadruple, voire plus. Donc, essayez de favoriser des noix du Brésil qui viennent du Brésil ou au moins d'Amérique du Sud. Donc, attention au fluor, au chlore, donc l'eau du robinet, pas top. En tout cas, faites-la bien poser avant de la boire pour éliminer un peu le chlore que ça contient. Si vous êtes un adepte de la piscine, vous avez peut-être beaucoup de chance d'être carencé en, en iode, parce que le chlore va venir interagir, en tout cas, et va venir s'opposer un peu à, à l'absorption ou à la fixation de l'iode. Et donc, l'idéal, c'est aussi de se complémenter, enfin, peut être de se complémenter en iode, en tout cas, c'est souvent indispensable, mais là encore, faites-vous faire un dosage urinaire avant. Et puis, gestion du stress aussi, oui, le stress impacte aussi la thyroïde. La perte de cheveux post-grossesse. Alors, il faut savoir que pendant la grossesse, vous avez vos oestrogènes qui sont assez élevés. Donc, ça va venir ralentir la chute. Et on a un retour à la normale post-grossesse. Donc, c'est un peu un rattrapage où tous les cheveux qui auraient dû tomber pendant 9 mois, ils vont tomber pratiquement tous ensemble après la grossesse. Donc, on a l'impression de « Ah, mon Dieu, je perds tous mes cheveux ». Eh bien, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément problématique, c'est juste qu'il y a eu un rattrapage et donc c'est vraiment ciblé sur une période assez courte. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut aussi y avoir des carences liées à l'accouchement ou à l'allaitement, donc des carences en iode, en fer et autres qui peuvent aussi occasionner donc plus de cheveux. Et s'il y a aussi un allaitement, eh bien, on va avoir une augmentation donc, de la prolactine qui vient augmenter la transformation de la testostérone en DHT. Donc, chez certaines personnes, effectivement, on peut avoir une chute de cheveux qui va être liée à ça. Bon, cela ne doit pas vous empêcher d'allaiter si vous avez envie d'allaiter quand même. Hein. Voilà. Soyons clairs, mais en tout cas, c'est au moins pour vous donner une explication. Et encore une fois, cet effet-là va aussi être femme dépendant. Ensuite, à partir de ça, quels sont les produits, les shampoings, les soins, etc. Vers quoi il faut aller, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Vous allez voir, la liste est longue. Si votre cuir chevelu, notamment, est irrité, donc il a tendance à être rouge, il y a des pellicules, il vous démange, c'est que votre routine de cheveux, probablement, ne convient pas. Soit parce que vous faites des couleurs régulièrement, soit parce que votre shampoing n'est pas bon, ou votre après-shampoing, ou autre. Donc, vraiment, encore une fois, votre corps parle, écoutez-le. Pareil, si vous avez des cheveux qui sont ternes, qui se cassent, etc., ça peut aussi, ou qui graissent très facilement, ça peut aussi être un signe que votre routine ne va pas. Et dans les ingrédients à bannir, il y en a, mais il y en a une quantité phénoménale. Les premiers, les sulfates. Alors ça, moi, en tout cas, chez moi, c'était mon ennemi numéro 1. Tant que je n'avais pas trouvé de shampoing sans sulfate, ou en tout cas sans les sulfates les plus agressifs, j'avais vraiment mon crâne qui était rouge continuellement. On aurait dit que, au début, je pensais que j'étais trop sensible au soleil et que j'attrapais des coups de soleil sur la tête. Non, c'était mes shampoings. Donc, ces sulfates, c'est utilisé comme agent moussant, émulsifiant, nettoyant. Donc, parce que quand on se lave les cheveux, on aime bien quand ça mousse bien. Donc, ça, c'est les sulfates. Problème, c'est que justement, ils peuvent être trop nettoyants, donc priver nos cheveux du sébum qui est naturellement présent. Et comme je vous ai dit, donc, ils irritent beaucoup le cuir chevelu. Le seul souci, c'est que les produits sans sulfate, parfois, ils utilisent des remplaçants qui sont tout aussi agressifs que les sulfates.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il y a certaines coachs pour la beauté des cheveux qui recommandent d'avoir une routine de bah, vraiment des produits très clean et puis de temps en temps de remettre un peu de produits avec sulfate parce que pareil, les produits où il n'y a pas de sulfate, bah, du coup, ça lave un peu moins bien parfois le cheveu. Donc, il y en a qui peuvent recommander d'utiliser les sulfates une fois par mois, enfin les produits avec sulfate. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé mon produit qui convient. Il n'y a pas de sulfate et ça me va très bien. En tout cas, peu importe, essayez de fuir les produits qui contiennent ammonium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate ou sodium lauryl sulfate. On va dire que dans les sulfates, il y en a beaucoup, mais ceux-là, c'est vraiment les trois plus agressifs. Les autres peuvent être un peu plus doux et peuvent être suffisants pour certains. Mais c'est vrai que les produits sans sulfate, bah, du coup, ça mousse moins. Et puis, bah, parfois, on a l'impression que ça lave moins ou ça laisse un peu une pellicule dessus à la longue. Autre ingrédient, PEG, PGT, donc ce sont des agents épaississants qui sont dérivés bien entendu de la pétrochimie, souvent aussi contaminés par des sous-produits. Donc ils peuvent augmenter la perméabilité du cuir chevelu, réduire la capacité de l'organisme à se protéger contre les substances nocives. Donc on va les retrouver tels quels, un PEG, donc c'est du polyéthylène glycol, ou PPG. Ah oui, j'ai mis PGT, pardon. Euh, donc ça, ce sont vraiment les choses à fuir. Silicone ou alternative, donc ça on va les retrouver beaucoup, alors, soit dans certains shampoings, souvent plutôt dans les après-shampoings et les masques. Donc ça, le but c'est permettre de mieux démêler les cheveux, faciliter donc le démêlage, assouplir un petit peu le cheveu, mais le risque à la longue c'est que ça crée une couche qui recouvre le cheveu et qui l'étouffe. Donc ça, pareil, à éviter ou en tout cas à limiter, pas dans votre shampoing toutes les semaines, diméthicone, polysilicone, enfin bon, bref, voilà. Et les remplaçants, désolé, il y a encore une coquille, les choses qui sont écrites quaternium 1, 2, 3, 4, enfin il y a un chiffre derrière, donc ça c'est des ammoniums quaternaires. C'est un remplaçant du silicone, mais c'est pas mieux. Autre ingrédient à bannir absolument, les parabènes. Les parabènes, donc on va les utiliser assez fréquemment, ou les conservateurs en tout cas, c'est pour que vos produits, vous puissiez les garder plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est vrai, ça a toujours une utilité. Malheureusement, le corps, il n'aime pas toujours. Et le problème des parabènes, c'est que ce sont des perturbateurs endocriniens. Voilà, au passage. Donc là, vous pouvez voir, il y en a une quantité. Donc parabènes, donc ils ont toujours un petit préfixe, donc butyl, phényl, méthyl, propyl, parabène, mais aussi phénoxyéthanol, isobutylparabène, isopropylparabène, BHA, BHT, phtalate, etc. Ou le triclosan, qui a été interdit, mais qu'on continue à trouver dans certains produits, le dentifrice, entre autres, mais aussi parfois certains shampoings. Les huiles minérales, alors ça aussi, hein, ça coûte pas cher. Bah oui, ça coûte pas cher, ça coûte surtout moins cher que les huiles de macadamia, de jojoba, de choses comme ça. Donc, on va souvent les mettre en début de liste. Et puis, les huiles végétales, parce que ça fait quand même bien, hein, c'est un peu du greenwashing, on va les mettre tout à la fin. Donc, en gros, ça veut dire que vous allez avoir peut-être 20% d'huile minérale dans certains produits et peut-être, je schématise, 1% d'huile végétale. Les huiles minérales, du coup, ont aussi le risque d'étouffer le cheveu et de l'assécher à la longue. On va le trouver sous les noms ozokérite, pétrolatum, cérésine, Cera microcristallina ou juste mineral oil. Donc ça, pareil, excusez-moi, vous l'évitez. Attention aussi aux produits de coloration. Si vous en faites souvent, ça agresse le cheveu, ça va l'affiner, notamment si vous changez de couleur, c'est-à-dire que vous allez vers une teinte ou une coloration un peu plus foncée que la vôtre. En général, c'est moins gênant parce que là, on est plutôt sur des colorants. Quand vous allez vouloir, vous êtes un peu brune ou châtain, vous allez vouloir avoir des mèches ou faire une couleur plutôt blonde, ben là, il faut décolorer les cheveux d'abord et ensuite le recolorer. Et donc là, cette étape-là, comme je vous ai dit, la couleur du cheveu était dans la partie centrale du cheveu. Donc forcément, il faut l'attaquer un petit peu
pour toucher la couleur. Et donc ça, bah, ça abîme le cheveu, ça le fragilise, voire ça l'affine. Donc, favorisez les colorations végétales. Et puis, ben ouais, si vous avez les cheveux un peu foncés, bah, peut-être oublier le rêve de devenir blonde, mais aller sur des teintes plutôt burn, plutôt, enfin, voilà, d'autres couleurs pour donner un peu de peps. Mais ben, on ne pourra pas, en tout cas en coloration végétale, on ne pourra pas passer ben, d'une couleur comme moi à du blond platine. Pas possible. Voilà. Pour savoir quels ingrédients il y a dans votre produit, il faut se référer à la liste des ingrédients. Donc, c'est un peu comme dans l'agroalimentaire, vous avez une liste, on appelle ça la liste INCI. Donc, bah, c'est un petit peu du chinois vert, hein, mais bon, vous voyez là-dessus, disodium, lauryl, sulfosuccinate, etc. Bon, voilà, il y a plusieurs types plusieurs choses à voir. En tout cas, ben, vous pouvez vous référer à la liste que je vous ai donnée ou aller sur une application du type Quel produit? Donc ça, c'est une application qui a été faite par Que Choisir. Yuka, qui fait aussi, donc il n'y a pas que l'alimentaire, hein, on peut aussi scanner les produits cosmétiques, où vous avez une appli qui a été développée par des étudiants, je crois, de la faculté de l'université d'Auvergne, enfin, ouais, d'Auvergne, bref, qui s'appelle Inky Beauty. Donc voilà, tout ça, c'est des applications gratuites qui vous permettent souvent soit de scanner, soit de rentrer la liste, je ne sais plus exactement, mais qui vous permettent de voir si justement il y a des ingrédients qui sont plutôt toxiques. Parce que bon, la liste est plutôt un peu imbuvable, les noms franchement compliqués à se rappeler. Donc effectivement, ben, regardez, il y a en tête parabènes, sulfates, je pense que c'est quand même des choses dont on peut se souvenir, mais si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, ben, utilisez ce type d'application qui pourra vous aider. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est forcément bon, et c'est d'autant plus vrai pour les shampoings, parce que pendant des années, moi j'achetais mes shampoings, c'était Kérastase, pas faire de pub, que j'achetais chez le coiffeur en me disant, bah, ça c'est du produit qui me coûte la blinde, ça vient de chez le coiffeur, donc c'est bien. Eh ben non, pas du tout. Donc maintenant, je suis sur des produits bio, végétaux, et effectivement, sans tout ça, voire pour même certains sans parfum, parce que je me rendais compte que je développais aussi des réactions à certains parfums ou certaines huiles essentielles. Et oui, ça aussi, c'est pas toujours bien toléré selon les cuirs cheveux. Donc, vraiment important. Et en conclusion, donc pour les principaux points à retenir voilà, sur cet échange, eh bien, comme tout ce qui est en lien avec la santé, bien souvent, la prise de compléments n'est pas suffisante. Ça peut être utile, ça peut donner un coup de peps, mais d'une part, ben, ça coûte cher si vous voulez vous faire ça à l'année. D'autre part, si vous le faites à l'année, c'est qu'il y a un problème plus profond qu'il faut aller traiter. Voilà, notamment corriger l'alimentation, vérifier l'hygiène de vie, etc. Donc, tout commence dans l'assiette et dans le choix des produits que vous allez utiliser. Un produit noté sans parabènes, sans silicone n'est pas forcément mieux parce que ben, des alternatives ne sont pas toujours idéales. Donc attention au marketing un peu trop bling-bling. Ça devrait allumer un petit peu les warnings. Et puis ben, tous les compléments ne se valent pas. Donc si un complément générique ne fonctionne pas, alors il faut au moins 3 mois hein, quand même pour voir des changements sur les cheveux. Donc si au-delà de 3 mois, vous ne voyez rien du tout, consultez vraiment bah, un praticien en micronutrition ou un endocrinologue. Alors, l'endocrino n'osera pas vous dire quels compléments seront bons pour vous, c'est pas son job. Par contre, il pourra vérifier s'il n'y a pas de problème hormonal derrière. Voilà, donc bah, écoutez, je serais ravie de répondre à vos questions. Si vous en avez, bah, soit vous me les envoyez par mail, soit vous me les laissez bah, sur cette page YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous suivre si vous avez envie d'aborder cette problématique cheveux. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.